Chers amis, chers chefs d'État et de gouvernement et chers toutes et tous qui peuvent devenir nos amis. Personne ne veut la paix autant que nous. Aujourd'hui, personne, à part nous, ne peut garantir la sécurité. Et il faut des alliances fortes, il faut des partenaires forts, et seulement nos propres armes le permettront. Le XXIe siècle est dans cet égard comme le passé. Il faut apprendre. Mais la réalité à laquelle nous sommes confrontés nous dit qu'il faut survivre. Excellence. Vous savez que le droit international ne travaille pas, ne peut pas marcher sans amis forts qui sont déterminés, qui veulent la paix. Et même cela ne peut fonctionner sans les armes. C'est terrible, mais sans cela, les choses seraient encore pires. Il n'y a pas de garantie de sécurité à part les amis et les armes. Il n'y a pas de doute quant à cette réalité en Ukraine. Notre peuple aurait choisi bien sûr d'autres priorités. Nous sommes un peuple pacifique, mais nous voulons surtout vivre en paix de façon indépendante dans notre pays. Voilà pourquoi nous investissons dans la défense de nombreuses nations. C'est la seule façon de procéder. On peut parler depuis cette tribune, mais cela n'empêche pas les bains de sang. Les institutions internationales, il n'y en a aucune qui peut mettre un terme à cette guerre. Voilà la faiblesse de nos institutions, la Somalie, la Palestine. On attend davantage des Nations Unies et des systèmes internationaux. Pendant des décennies, il y a eu des déclarations et des déclarations. Et même ce que nous voyons à Gaza nous le rappelle. Même maintenant, la Syrie, après tous ces changements qui ont eu lieu ces derniers mois, nous voyons une nouvelle donne. On nous dit pourtant de continuer à attendre. La Syrie demande le soutien de la communauté internationale. Et alors que la Russie est en guerre contre mon pays, les gens continuent à mourir semaine après semaine. Et pourtant, il n'y a pas de cessez-le-feu car la Russie s'y refuse. La Russie a enlevé des centaines et des milliers d'enfants ukrainiens sans nous les rendre. Et je pense ainsi à tout un chacun qui nous a aidés. Mais n'oublions pas tous ces jeunes. Regardez ce qui se passe en Israël. 2 ans que les hostilités continuent et les otages ne sont pas tous libérés. Pendant des années, il n'y a pas eu de véritable réponse aux menaces auxquelles nous sommes confrontés. La famine est utilisée comme une arme de guerre. L'année dernière, à cette même tribune, j'ai mis en garde le monde. Il y a le risque de guerre nucléaire aussi liée à l'occupation russe de la centrale de Zaporizhia. Rien n'a changé. Rien. Et hier, la centrale était en blackout. La Russie n'a pas arrêté de mettre en danger cette sécurité nucléaire. Et ça fait des semaines que la situation folle continue. Même pouvoir compter sur le soutien de nos alliés, un soutien militaire, ne veut pas dire que nous sommes en sécurité. Nous avons vu les violations de l'espace aérien polonais il y a quelques jours. Il faut se réjouir d'avoir une alliance, sinon la situation pourrait être encore pire, aurait pu être encore pire. Pour la première fois de l'histoire,
des fighters russes sont entrés dans l'espace aérien de l'OTAN et la Moldavie aussi se défend. La Russie essaye de faire à la Moldavie ce que l'Iran a fait au Liban et la réponse mondiale est insuffisante. Encore une fois, nous avons déjà lancé différentes mesures pour essayer de renforcer les systèmes et les systèmes d'alliance. Mais la Géorgie est sous la coupe de la Russie et la Biélorussie également. L'Europe ne peut pas se permettre de perdre la Moldavie. Il faut garder à l'esprit, il le faut, que le monde a oublié d'aider la Géorgie après l'attaque de la Russie et que ça a été pareil pour la Biélorussie. Pour l'Europe, soutenir la stabilité de la Moldavie, ce n'est pas juste une nécessité, c'est bien davantage, car le prix sera extrêmement lourd si l'Europe ne la soutient pas. Voilà pourquoi l'Europe doit soutenir la Moldavie par des fonds, un soutien énergétique, pas juste des mots ni des gestes politiques. N'oublions pas qu'il faut protéger les droits des individus, le droit des nations, et surtout dans des régions où ces droits sont remis en question. La Charte des Nations Unies et les droits humains doivent être appliqués partout. Mais les talibans en Afghanistan ont tiré un pays, ils l'ont fait revenir à l'ère sombre, très sombre. Je ne parle même pas de la situation en Afrique. C'est cela l'effondrement du droit international et des institutions. Il faut voir la situation en face, c'est le droit des armes qui s'applique. C'est les armes qui disent qui survivent et qui ne survivent pas. Hier, le président Donald Trump, et Dieu le bénisse, a rappelé de nombreuses choses. Il a été lui aussi la cible d'une tentative d'assassinat il y a un an et Dieu a sauvé sa vie. Nous avons tous vu ce qui est arrivé à Charlie Kirk, dont la vie a été arrêtée net par un coup d'arme à feu. Ilena Zarutska, une Ukrainienne, a été tuée au couteau, ici, aux États-Unis, le pays où elle prenait refuge après la guerre en Ukraine lancée par la Russie. Chaque jour, nous voyons des titres des journaux, des attaques violentes partout dans le monde. La majeure partie de ces attaques est réalisée par des armes à feu, mais les armes à feu évoluent plus vite que la façon dont on peut se défendre. Il y a des centaines et des milliers de personnes qui savent comment tuer de façon professionnelle avec des drones. C'est difficile de lutter contre les drones, bien plus difficile que des armes à feu ou des couteaux. Voilà ce que la Russie a causé avec sa guerre. Avant, seuls les pays les plus puissants pouvaient se permettre des drones tellement ils étaient chers et complexes. Mais aujourd'hui, même les pays les plus petits, grâce à la technologie, peuvent s'en permettre. La géographie ne compte plus. Cela refaçonne le monde. Un aéroport en Europe a dû fermer temporairement à cause d'une menace de drones. On ne savait pas ces drones, qui les envoyait, d'où ils venaient ou pourquoi ils étaient là. L'année dernière, la Corée du Nord a lancé des drones tactiques. Ça veut dire que même des pays avec des ressources limitées peuvent construire des armes dangereuses pour leurs voisins. L'Ukraine et des pays comme l'Arabie Saoudite ne connaissent que trop bien la force de frappe des attaques de drones iraniennes. Quand tous les drones deviennent accessibles à tout le monde n'agit pas assez vite pour se défendre et les armes avancent vite. Notre
armée développe des méthodes pour abattre ces drones plus rapidement, et c'est du temps perdu. Et ces drones, ils ciblent les infrastructures, les individus, notre peuple, et ces drones, ils sont accessibles aux chefs d'État et de gouvernement, à tout le monde qui dispose aussi des technologies avancées d'IA, mais pas que. Pour la première fois, l'intelligence artificielle est utilisée dans la guerre. Et s'il n'y a pas de véritable garantie de sécurité, si le monde ne peut pas répondre même aux anciennes menaces, même avec des amis et des garanties de sécurité, y aura-t-il un seul endroit sur Terre où nous serons en sécurité? Nous avons besoin de règles mondiales quant à l'utilisation de l'IA dans les armes. Et ce n'est que le début. C'est urgent aussi. Il faut limiter la dissémination des armes nucléaires. Il faut une véritable coopération qui fonctionne pour la paix et la sécurité. Il y a, dans quelques années, si nous y mettons dans quelques années, ce sera presque trop tard. Ce sera trop tard. Ça aurait pu être différent il y a quelques années. Et j'ai peur que des drones à bas coût soient utilisés d'ici quelques années à grande échelle. Ce n'est pas juste une question de frappe nucléaire, c'est une réalité. Des drones simples et sans IA. L'Ukraine, quant à elle, n'a pas les ressources d'empire. Nos drones peuvent faire Nous avons dû développer nos drones pour qu'ils soient plus forts, plus puissants, pour qu'ils puissent protéger les vies de notre peuple. L'Ukraine n'a pas une grande flotte ni une grande marine, mais elle a réussi à repousser les incursions de la marine russe. Et nous l'avons fait aussi grâce aux drones. C'est comme cela que nous protégeons notre peuple et nos règles maritimes et nos règles de commerce. Nous avons réussi à détruire des bombeurs russes stratégiques en nous défendant. Voilà ce que les nouvelles armes peuvent infliger comme dégâts aux anciens systèmes. Les bombes russes nous frappent sans cesse. Si Poutine n'avait pas lancé cette agression folle contre nos pays, tout cela ne se serait pas produit. Les morts s'empilent. C'est la faute de la Russie. Chers chefs d'État et de gouvernement, pour protéger des vies, l'Ukraine construit des hôpitaux, des écoles souterraines. C'est la seule façon de se protéger des drones et des attaques. Nous construisons cela et au lieu d'institutions culturelles ou des institutions sportives. Les frappes de drones russes nous ciblent. Pour la Russie, c'est ça la priorité, pas le changement climatique. Cette guerre nous a menés dans cette situation. Mais êtes-vous protégés contre des menaces similaires? Voilà pourquoi mettre un terme maintenant à cette guerre dans le cadre de cette nouvelle guerre aux armes, c'est bien plus c'est nécessaire pour la paix de demain. Ça coûtera moins cher aussi. C'est pareil, il faut arrêter Poutine maintenant. Ça coûtera moins cher que d'avoir des terroristes avec des drones sur mer ensuite, d'ici quelques années. Un simple drone portant une tête nucléaire, ce ne doit pas devenir une réalité. Il faut donc agir tous ensemble pour forcer l'agresseur à s'arrêter. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons mettre un terme à cette course aux armes pour qu'elle n'ait pas des retentissements catastrophiques. Si il faut mettre la pression sur la Russie pour y arriver, alors il faut la mettre. Et maintenant, sinon Poutine continuera sa guerre et l'approfondira et ça sera encore plus terrible.
Les drones russes traversent déjà l'Ukraine, l'Europe, touchent des pays. Poutine ne veut pas s'arrêter. Il veut étendre la guerre. C'est comme ça qu'il veut la continuer, la guerre. Personne ne peut être en sécurité maintenant. Il nous faut une nouvelle architecture de sécurité pour nous. Plus de 30 pays font partie de la coalition des volontaires et nous renforçons notre production d'armes et de capacités de défense avec des nouveaux engagements. C'est cela qui pourrait devenir un prochain modèle de sécurité à l'avenir. Si cela marche pour l'Ukraine, si nous avons davantage que des armes et des armes, alors nous pourrons réussir. Et cela signifiera aussi, pas juste un privilège de certains, mais le bien commun. Il s'agit aussi de votre sécurité, votre nouvelle sécurité. Nous avons cette situation à cause de l'échec des institutions internationales. La protection, elle dépend de systèmes fiables. Cette nouvelle course aux armes, elle ne part pas de zéro. Elle s'appuie sur ce que nous voyons sur le terrain. Et avec ce contexte-là, nous voyons quand même que trop de gens dorment sur leurs deux oreilles. Beaucoup de pays sont en guerre ou sortent d'une guerre ou essayent d'y mettre un terme. Mais la guerre, elle a déjà trop touché de gens. Elle vous a touché aussi. Donc ça dépend de vous. Aiderez-vous la paix ou aiderez-vous la Russie? Cela dépend de vous. Voulez-vous la libération de prisonniers de guerre? Que des enfants kidnappés rentrent chez eux? Cela dépend de vous. Qu'est-ce qui définira votre existence? La paix ou non? Hier, j'ai rencontré le président Trump. C'était une rencontre bonne. J'ai eu l'occasion de parler à d'autres chefs d'État et de gouvernement. Et ensemble, nous pouvons changer beaucoup de choses. Nous mettons tout en œuvre pour que l'Europe soit forte, unie, et j'apprécie le soutien que nous recevons des États-Unis. Beaucoup de choses dépendent du G7 et du G20. Mais en fin de compte, la paix, elle dépend de nous tous. Elle dépend aussi des Nations Unies. Ne restez pas dans le silence, parlez, prenez la parole, condamnez cette guerre de la Russie, rejoignez-nous, défendez des vies, défendez le droit international, défendez la sécurité. Les gens attendent des mesures. Je vous remercie et Slava Ukraina.